Oui, mais bon, ça va. J'ai fait ça dans mon précédent stage. Au début, j'avais peur, mais finalement, ça se fait plutôt bien. Ça, c'est bien. Euh, du coup, pour te rappeler, l'objectif, c'est bah, déjà c'est qu'on fasse connaissance. Moi, j'ai envie de comprendre toi ton rôle, tes motivations. Et puis, au-delà de ça, c'est pour parler, c'est pour rédiger. Après, ça va faire de la matière pour des articles. Dans l'idée, j'aimerais aussi faire des entretiens avec PLS, Travi, Sésame aussi, certaines personnes, et aussi des membres salariés d'HTS. Voilà. Euh, voilà, globalement. Il y a beaucoup de questions. On va pas finir ce soir. On va tenter d'y répondre. Mais sinon, Moi, j'ai pas d'impératif. je t'enverrai un mail. Oui, voilà. Moi, j'ai pris à manger, donc. Ok, Je suis dispo. très bien, ça marche. Tu peux m'assaisonner. Hop. Euh, il y a vraiment tout type de questions. Allez, vas-y. Pour toi, c'est quoi la vision, selon ta vision, et quels sont les objectifs de l'association? Alors, je sais pas si tu vas bien entendre avec le vent, mais bon. En fait, l'association, son objectif premier, c'est de développer l'insertion des personnes en situation de handicap. Parce que tu as 500 000 personnes en situation de handicap qui sont d'emploi. Hmm. Ça fait deux fois plus que le taux de chômage que les personnes dites normales. Et derrière le taux de chômage, ce qui se cache, c'est la non-insertion et le fait de cumuler du coup le handicap primaire principal et le handicap social et économique associé au fait de ne pas être inséré. Ok. Donc typiquement, en fonction du niveau de handicap, ça ne signifie pas la même chose, mais ça peut signifier des jeunes adultes qui restent chez leurs parents en début de vie, les parents qui vieillissent, et puis, in fine, qui n'ont plus les capacités d'encadrer leur jeune enfant qui est devenu du coup aussi plus grand. Ça peut se traduire par des gens qui ont beaucoup de gens qui ont des handicaps acquis au long de leur carrière, qui se découvrent soit suite à un problème médical, un AVC ou autre chose, un accident, ou un problème plutôt d'usure, les troubles musculo-squelettiques, les allergies au pain, enfin toutes les maladies qui sont acquis entre guillemets, dans la carrière, qui fait que bah, tu te retrouves inapte à faire ce que tu faisais jusque-là, Hmm. et que du coup tu te retrouves en situation de handicap, et en plus quand tu rajoutes à ça le fait que tu es âgé, bah, déjà des personnes âgées ont du mal à trouver, enfin âgées entre guillemets, je parle de plus de 45 ans, Ouais, ouais. je parle pas des les plus de au-delà, ont du mal à trouver du boulot déjà en temps normal. Alors, si en plus tu leur ajoutes le fait qu'ils sont en situation de handicap et qu'ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant, voilà, ça devient encore plus compliqué. Ah, vraiment. Donc l'objectif premier de l'association, c'est vraiment de trouver une solution pour que ces personnes-là s'insèrent. Donc il y a plusieurs façons de les insérer. Il y a l'emploi, Hmm. forcément, mais il y a aussi la vie sociale et culturelle, et, enfin, amoureuse, etc. Alors nous, c'est pas notre objet, la vie amoureuse. Mais il y a tout un tas de volets et nous, en fait, on apporte nos, nos compétences là où on en a. On n'est pas nombreux, hein, Ok. et Toi- donc on est plutôt sur le principal volet de l'association, c'est plutôt l'insertion par l'emploi, parce que c'est là où on a nos compétences les plus fortes. Mais on fait aussi de l'insertion par la vie culturelle. On a un projet sur ça. Euh, donc voilà, enfin, le vrai objet de l'association, c'est l'insertion des personnes en situation de handicap. Ok. Et comment toi, tu as été sensibilisé à ça? Comment tu as eu connaissance de De cette la thématique. problématique-là? Alors moi j'ai plusieurs facteurs de sensibilisation. La première c'est que quand j'étais chez Beneteau, parce que je commence à être un peu vieux, donc j'ai plusieurs carrières. Quand j'étais chez Beneteau, j'étais en charge de l'achat, j'étais directeur supply chain, D'accord. j'étais en charge de l'achat de quelques produits, je n'étais pas acheteur, mais j'étais quelques produits, je les achetais en direct, dont tout le secteur adapté et protégé. Et quand j'ai commencé, au début j'étais responsable d'approvisionnement. Et quand j'ai commencé, j'ai eu un premier besoin qui était des basses-fringues, donc des morceaux de bois découpés à une longueur, donc le Hmm. truc devrait assez basique. Et mon chef de l'époque m'avait dit il faut que tu achètes dans un ESAT, que je ne connaissais pas. J'étais jeune sorti de l'école, entre guillemets. Euh, et j'étais plein d'a priori en disant ils vont jamais réussir à me couper mes morceaux de bois, quoi. Pourquoi j'utilise pas mon fournisseur classique qui fait ça depuis 1000 ans. Et quand je suis allé les voir, en fait, ils faisaient des bébés, ils faisaient des meubles,
D'accord. Donc mes petites bastingues à 2 balles, technique zéro, et mes gros a priori, en fait, ils faisaient 100 fois mieux. Et après, en fait, ben, j'ai eu beaucoup à faire à eux dans le cadre de mon activité. Et je me suis rendu compte qu'ils savaient faire des tonnes de choses bien plus compliquées que ce que je pouvais imaginer. Et aussi bien plus diverses que ce que je pouvais imaginer. D'ailleurs que, à mon avis, la quasi-totalité des gens peuvent imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine assez bien les EASAT sur des thématiques style espace vert, conditionnement, etc. Mais il y a plein de choses qu'ils font qu'on n'imagine pas, quoi. Il y a des EASAT qui font de la création de logiciels, il y a des EASAT qui font de la production agroalimentaire, il y a des EASAT qui font euh, de la création de sites internet. Enfin, il y a une diversité dans ce monde-là qui est énorme et que même nous qui sommes quand même bien placés Mm. pour en voir plein, parce qu'il y a 2000 structures en France hein, qui font ça, et ben même nous, on a du mal à imaginer tout ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, ça, c'est le premier élément. Donc, ça m'a sensibilisé à deux choses. Un, qu'il y avait des talents, des savoir-faire. Et deux, qu'il y avait des gros a priori, moi le premier, sur ce qu'ils savaient faire. Et que ma méconnaissance à moi était pas, quand j'ai posé quelques questions autour de moi, elle était assez généralisée. C'est-à-dire que la majorité des entités, des acheteurs, sauf quand ils sont vraiment dans les grosses boîtes dédiées à la thématique des achats au secteur d'activité protégée, ils ne connaissent pas le monde des EASAT et ils ne connaissent pas la diversité et les compétences qui existent et ont des a priori. Donc ça, c'était la première sensibilisation. La deuxième sensibilisation, c'est familial, euh, avec des personnes en situation de handicap dans la famille Mm. proche, et qui fait que ben voilà, on a envie de faire des choses. Et que faire? Ben, le plus efficace, c'est de faire ce qu'on sait faire. Et donc moi je suis business developer, donc mon métier c'est de développer des activités. Alors pas dans ce monde-là, mais dans d'autres mondes. Et donc bah, la meilleure façon de faire quelque chose pour cette cause-là, c'était de faire ce que je savais faire. Et donc de développer des activités, développer des projets, d'aller chercher des financements pour les financer, etc., etc. Et donc c'est ce on a mis en place depuis maintenant 7 ans, bientôt 7 ans. Ok. Et quand tu dis justement, donc, il y a des compétences sur Internet, tu dis que tu l'as fait en groupe, tu n'étais pas tout seul, tu étais entouré d'amis. Il y avait quoi d'autre comme compétences Bah, en fait, on est sur une association qui n'a pas un très grand volet de bénévoles parce que en fait, on est sur un niveau d'exigence assez élevé avec les bénévoles parce qu'on n'est pas sur, par exemple, la distribution de produits dans des banques alimentaires ou ce genre de choses qui nécessitent beaucoup de bras Ouais. pour faire les opérations. On est sur des compétences qui nécessitent de piloter des projets ou d'apporter des compétences pointues. Et donc, en fait, on est plutôt sur des bénévoles qui sont des bénévoles de compétences, Mhm. mais comme c'est des charges assez massives, par exemple, piloter un projet Solid Food Waste ou Solibalza, il est inimaginable d'avoir un bénévole qui accepte de faire ça, parce que c'est trop lourd, quoi. C'est un Ouais. boulot à plein temps, voire c'est même plusieurs boulots à plein temps. Et donc, de fait, on est plutôt une association de salariés, c'est-à-dire avec des chargés de projet qui vont piloter un projet, accompagnés éventuellement par un ou deux bénévoles qui apportent des compétences, accompagnés par un ou deux stagiaires, etc. Mais on est plutôt quand même une association de salariés, parce que la typologie de ce que l'on fait nécessite du plein temps, tout simplement. Et donc les bénévoles qui arrivent, et ben en fait, il y a des bénévoles comme Christian Avis qui s'occupe de toute la partie site internet, informatique, qui Trésorerie? sont là depuis quasiment le début Ok. et qui adorent ça et qui passent une grande partie de leur journée, il est retraité, jeune retraité. Et donc eux apportent de façon continue sur une thématique. Il y a des bénévoles qui viennent et qui ne viennent plus. Par exemple, l'ancien bénévole qui pilotait le projet Solibalza, bah, il a eu, pour une raison personnelle, il a dû aller à Bordeaux. Et donc, bah, voilà, il a aidé pendant 2 ans, et puis après, il est parti. Et ça, c'est assez courant. En particulier les bénévoles qui sont en recherche d'emploi. Souvent, bah, ils trouvent un emploi, c'est tant Ouais. mieux, mais bon, après, du coup, ils ont leur activité propre. Ça, c'est beaucoup de bénévoles viennent aussi dans une période d'intercontrat, entre guillemets, et puis, ben, in fine, quand ils retrouvent une activité professionnelle, ben, ils sont un peu saturés de charges, et du coup, ils arrêtent. Et puis d'autres bénévoles apportent une compétence pointue. Par exemple, on a Ellie, qui est une bénévole qui est très forte en web marketing,
dans le métier, et qui vient assez peu, mais vient que sur la thématique web marketing et à chaque fois avec enfin, des impacts en termes de qualité de ce qu'elle nous suggère ou de ce qu'elle nous fait qui sont phénoménaux par rapport à si nous, on avait dû obtenir le même résultat ou avoir la même idée, on aurait soit été incapable de le faire, soit on se serait planté 12 fois avant de réussir. Et donc, ce genre de bénévoles nous aide vraiment à aller tout de suite à la bonne solution, à l'essentiel. efficace, démontrer, prouver, etc. Et à être aussi avoir une vision de l'extérieur, à nous dire attention, la automate marketing, en l'occurrence pour rien, Mhm. bah, ça marche pas parce qu'il y a ça et ça et ça qui marche pas, alors que nous qui avons le nez dedans au quotidien, bah, on ne le voit pas forcément, quoi. Que tu parles de bénévolat de compétences, comment est-ce que vous faites pour trouver vos bénévoles? Est-ce que vous passez par un organisme ou est-ce que Alors on a tout vous essayé. avez une communauté? Ok, On a tout essayé. Alors d'abord, on a essayé France Bénévolat. France Bénévolat, c'est pas du tout adapté pour nous. ok, Non pas qu'ils ne font pas bien les choses, hein, mais en fait, ils sont le type de bénévoles dont on a besoin ne sont pas adaptés à France Bénévolat. Enfin, ce ne sont pas les bénévoles qui passent par France Bénévolat. Après, on a essayé les associations de cadres demandeurs d'emploi. d'accord. Ça n'a pas bien marché. Pourquoi? Bon, je ne sais pas si c'est de notre faute ou... Enfin bref, ça n'a pas bien marché. On a essayé, ça marche très bien, passerelle et compétences. Passerelle et compétences, je ne sais pas si tu connais, Si, mais la thématique des passerelles et compétences, c'est que c'est des missions ponctuelles. C'est-à-dire, en gros, les bénévoles qui s'impliquent via passerelle et compétences s'attendent à avoir une mission de 3 mois, 6 mois. Et alors, c'est très intéressant quand on a un besoin ponctuel, une compétence très pointue, et on l'a fait plein de fois. Par contre, quand on a besoin d'un bénévole plus sur du long terme pour piloter un projet ou ce genre de choses, c'est pas du tout adapté. Par contre, si on a besoin, je sais pas, la dernière fois qu'on a fait un passage avec compétences, ça devait être, je vais te dire des bêtises, mais ça devait être pour un architecte pour construire le bâtiment sur le sud-ouest. d'accord. Et donc, ultra pointu, alors là, ils sont extrêmement forts pour passer les compétences pour trouver des profils pointus sur l'émission. Et ce qu'on utilise le plus, in fine, c'est Indeed. En fait, Ok. Indeed, en postant des missions de bénévoles, il y a les gens qui ont ces compétences-là, qui sont soit en recherche active, soit je ne sais quoi, comment, qui les trouvent, et in fine qui répondent, même quand on propose entre guillemets du bénévolat. Et c'est ce qui marchait le mieux. Alors, passer les compétences marche très bien, mais avec cette limite du timing, on essaie tout un tas d'autres sites. Qui se développe beaucoup pour sur faire du bénévolat, mais ça n'a pas été un grand succès, soit parce qu'on ne s'est pas bien vendu, mais je pense que c'est plutôt pour la spécificité de nos bénévoles. En fait, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du bénévolat, mais du bénévolat court, Mm. ponctuel et pas très engageant en termes de durée. Ça, il y en a beaucoup de plus en plus. Il y a beaucoup de sites qui développent ce bénévolat où tu donnes un coup de main pendant une demi-journée. Voilà. Et par contre, des bénévoles longs, c'est c'est plutôt en régression. Et des gens qui acceptent de s'engager sur une longue durée et nous, on a besoin de durée, puisque quand on mène un projet, c'est des projets qui durent au minimum 18 mois, 24 mois d'études. Donc on a besoin de gens qui s'impliquent vraiment et c'est plus difficile de trouver. Ça, cette vision, tu l'as parce que tu as plusieurs expériences dans le milieu associatif Non, ou tu non, as lu vraiment, des c'est la première. études sur ces questions-là? C'est ta Non, non, première. alors c'est la première donc j'ai vécu, donc c'est un retour d'expérience d'HTS. Et par ailleurs, on a beaucoup discuté avec d'autres associations, on fait des forums du bénévolat depuis longtemps. On a assisté à différentes présentations qui ont été faites par des sommités, entre guillemets, enfin sommités dans le sens des gens qui connaissent bien le sujet. On a été bien sûr au forum des associations à Paris, etc. Et en fait, en discutant, on s'aperçoit que on est assez atypique dans le monde des associations. Euh, on est à la fois beaucoup plus gros que les tout petits, beaucoup plus petits que les gros. Euh, on est à la fois pas du tout sur des types de bénévolat très techniques et très impliqués. Et en fait, on cumule toutes les tendances négatives, entre guillemets, malheureusement, que les gens font remonter sur l'évolution des engagements, où il y a de plus en plus de gens qui veulent s'engager, mais Ouais. sur des périodes courtes. Donc c'est difficile. C'est difficile. Tu penses que c'est lié à quoi le fait que vous soyez atypique? Bon, c'est le positionnement, en fait. Le positionnement d'apporter des compétences pointues à des ESAT ou des EA pour mener des projets compliqués sur des longues durées, avec des gros montants d'investissement,
euh, ben, en fait, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas dans le monde du handicap. Enfin, Oui, oui. dans les autres mondes, peut-être, je ne connais pas, je parle que de ce que je connais. Et en fait, dans le monde du handicap, il y a les fédérations des AT ou de A, donc, qui eux sont très organisés parce que en fait, ils ont, par exemple, sur Nantes, l'API 44, ils ont, je sais pas combien de structures de A, 2 AT, mais c'est une énorme fédération. Donc eux, ils sont organisés, mais ils le font pas forcément sur des sujets très innovants. Mhm. C'est pas leur objet d'innover en soi. Euh, et ils ont des compétences pour gérer cette complexité des AT et de structures et de etc. etc. Euh, il y a des associations TPUNEA ou l'Union nationale des entreprises adaptées ou Andeco, Réseau GESAT qui sont censées être des associations représentatives, Mhm. mais elles sont plutôt, on va dire, dans la mise en relation souvent, la mise en relation entre une entreprise qui voudrait faire une activité et un ESAT qui veut l'apprendre, des places de marché, des choses comme ça, ou de la formation. Former les acheteurs à savoir acheter, enfin, elles sont plutôt Ok. dans l'intermédiation, Ouais. mais une entité qui développe des projets, bonsoir, Bonsoir. qui développe des projets, qui part de l'idée, l'étude de faisabilité, l'étude de marché, d'aller chercher les financements, de le démarrer, etc., etc., etc. Ça, ça n'existe pas dans le monde du handicap. Donc on a ça typique dans ce monde-là. Ce qui a été assez compliqué, entre guillemets, au démarrage d'HS, d'expliquer ce positionnement à des gens qui n'avaient pas de repères, entre guillemets, par rapport à ce positionnement, ça a été un peu compliqué. Mhm. Et puis, bah, vis-à-vis des bénévoles, pour revenir à ta question principale, c'est aussi compliqué à expliquer parce qu'un bénévole, il a peu de cas où, en fait, c'est ce type de projet très long euh, que l'on cherche à lui confier. Ok. Donc c'est compliqué. Ok. Je dis pas que c'est pas possible, on trouve des gens très bien, très motivés, etc. Mais c'est compliqué. Et c'est compliqué de trouver des gens qui s'engagent vraiment sur la durée. Parce que, comme je disais tout à l'heure, C'est la les quatre tendance demandeurs aussi. d'emploi, ils ont trouvé un emploi, ils ont leur vie. Les gens, ils ont aussi leur vie. C'est-à-dire que, on peut être motivé pour donner un coup de main à un moment de sa vie et puis quelques mois plus tard, parce que il y a eu des évolutions dans la vie, plus avoir le temps ou la volonté, etc. Donc c'est assez compliqué, ce qui fait que l'association, en fait, même si on a beaucoup de bénévoles, elle est in fine des bénévoles de long terme qui sont là depuis le début, quoi. On a assez peu. Ouais. 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 Ok. Euh, à ton avis, c'est quoi les atouts au-delà du positionnement, la particularité du coup d'HTS, c'est quoi les autres atouts qu'il y a au sein de cette association? Ah bah c'est clairement la compétence qu'on apporte. En gros, on apporte un ESAT ou une EA. Un EA, c'est un peu moins vrai, mais un ESAT, globalement, alors je vais schématiser forcément, il y a beaucoup de diversité dans les ESAT, mais globalement, si tu enlèves les administratifs qui gèrent la comptabilité, etc., etc., si tu enlèves les moniteurs qui pilotent les travailleurs handicapés et qui sont plutôt des travailleurs sociaux, donc, Mhm. historiquement, donc qui sont plutôt des gens qui sont là pour accompagner le travailleur dans son travail et puis surtout dans sa montée. Le travail étant quelque part une raison de faire monter les gens, progresser dans leur D'émancipation, handicap. Voilà. ouais. In fine, souvent, il reste très peu de monde, le directeur. Parfois, pour les plus grandes étapes, un petit peu de fonction support, mais Mhm. majoritairement, c'est pas le cas, pour faire le reste, quoi. Et dans le reste, bah, il y a tout le développement, il y a tout le marketing, la com, enfin, il y a tout ça, l'innovation, et globalement, souvent, il n'y a que le directeur, Ouais. même la vente, hein, même le commercial, quoi. Il n'y a que le directeur, souvent, et le directeur, bah, il a aussi d'autres choses à faire, quoi. Donc, en fait, les structures du handicap, souvent, les AT, principalement, parce que les OAS, c'est plutôt des entreprises, donc elles ont organisé ces fonctions support qui servent, in fine, à faire entrer des activités. Mais les ESAT n'ont pas forcément les ressources, les capacités, les compétences pour faire ces fonctions-là. Là où nous, on n'a pas du tout les compétences pour encadrer les personnes en situation de handicap, Ouais. mais du fait de nos salariés, du fait de nos bénévoles, on a des compétences complètement complémentaires avec les ESAT parce qu'on est bon, c'est un peu, c'est un peu trop ambitieux de dire ça, mais on apporte des choses là où ils ont des manques, quoi. Donc, tous les domaines où ils n'ont pas, quoi.
commerce, marketing, ingénierie, recherche de financement, Ok. Fonction support. enfin, toutes les fonctions de soutien à une activité. Et donc c'est notre grande force. Et c'est pour ça que on arrive à innover et on rapporte des innovations. Or, les ESAT, enfin, on a toujours les ESAT, c'est des structures qui subissent trois évolutions majeures. La première, c'est que ils étaient historiquement sur le travail étant un support pour faire grandir les personnes en situation de handicap. Et le travail, s'il n'était pas rentable, ce n'est pas un sujet, puisque de toute façon, les déficits étaient couverts. C'est plus vrai. Maintenant, les déficits sont plus couverts. Et le travail devient aussi un élément qui doit être équilibré pour payer les frais, une partie des frais, de plus en plus importante parce que, pour tout un tas de raisons, les budgets sont plutôt tendance baissière. Mhm. Et donc le travail, en plus d'être une raison d'accomplissement, doit être en soi rémunérateur. Ce qui fait qu'il y a tout un tas d'activités qui n'étaient pas rentables et qui n'ont jamais été rentables, mais qui ne le sont toujours pas. Sauf que on peut plus, enfin, les aides ne peuvent plus les maintenir. Donc ils sont obligés d'abandonner des activités et d'en lancer des nouvelles. Alors abandonner une activité, c'est facile, ça se décide en 5 minutes. En lancer une Non, c'est- nouvelle, quand on a un ESAT, c'est compliqué parce que quoi? ouais. Et une fois qu'on a décidé le quoi, comment? Et avec quel argent? Et comment on le fait connaître, etc. Et c'est là où on commence à toucher, nous, l'intérêt qu'on peut les aider. Deuxième évolution, une évolution sur les types de handicap accueillis, puisque en fait on était sur des handicaps qui étaient quasiment que mentaux, Mhm. donc déficience légère jusque la déficience lourde, autisme, trisomie, etc. Et progressivement, pour tout un tas de raisons, il y a un peu plus de handicaps psychiques. Les handicaps psychiques ne sont pas du tout managés pareil. Là où un handicap mental va chercher quelque chose d'assez répétitif, d'assez simple et d'assez rassurant. Par contre, il va être capable de le faire de façon relativement efficace pendant très longtemps. La personne avec un handicap psychique va vouloir quelque chose de très diversifié, très compliqué, et puis une fois de temps en temps, elle va péter un plomb. Ouais. Et ça, à manager, c'est très différent pour les dates parce que ça veut dire pas les mêmes activités, et ça veut dire pas le même type d'encadrement non plus. Parce que c'est pas, on n'encadre pas les personnes de la même façon. Troisième évolution, des ESAT, et il y a des activités historiques qui ont disparu, avec principalement la disparition du tissu industriel français, hein, Mhm. toute la sous-traitance industrielle, tout ce qui va être conditionnement, bah maintenant il y a de moins en moins de courrier, donc ça se casse la gueule, etc. Donc ça disparaît progressivement, et donc comme c'était une grosse activité des ESAT, des ESAT, bah, il va aussi évoluer. Qu'elles pivotent sur leur activité. Ils doivent lancer d'autres choses. Et puis la dernière évolution, c'est une évolution sur le vieillissement. C'est-à-dire qu'en gros, les ESAT ont, comme tout le monde, entre guillemets, la population vieillit, moyenne, les ESAT aussi, la population des ESAT. Et comme il y a encore assez peu de solutions pour l'après-ESAT, pour les personnes en situation de handicap, il y a une partie des travailleurs qui restent en ESAT, alors qu'ils ne sont plus forcément en état de travailler, parce qu'ils ont cumulé leur handicap, entre guillemets, d'originel avec les handicaps associés à l'âge, quoi. Et ce qui fait que bah, ça complexifie aussi le travail des structures de ESAT que de prévoir des activités pour ces personnes qui vont rester alors que objectivement elles devraient être en maison de retraite ou Ouais, ce ok. genre de choses. Et donc toutes ces évolutions fait que les ESAT subissent vraiment une transformation en profondeur de leur modèle, renforcée aussi par le fait qu'au niveau européen, les instances européennes considèrent les ESAT comme pas du tout inclusifs et sont plutôt très négatifs par rapport aux ESAT et demandent que la France change son modèle. Et donc toute la nouvelle loi handicap, etc., Mhm. elle est pour beaucoup plus aller vers l'inclusion dans le milieu ordinaire. Mais ça marche assez bien pour les entreprises adaptées, puisqu'on est sur des handicaps, entre guillemets, difficile de classer le handicap, mais plutôt légers. Ouais, ok. Alors qu'en ESAT, où on est sur des handicaps plutôt lourds, c'est des typologies de handicap qui vont avoir beaucoup de mal à aller dans l'entreprise. Et typiquement, par exemple, on travaille avec la Belgique sur le projet Solid Food West. Quand on compare le modèle français au modèle belge, enfin de ce que j'en ai vu, hein, je ne fais pas attention à que ce soit objectif, mais j'ai vu un cas, donc je ne sais pas si c'est réaliste, mais en discutant avec ce cas,
En fait, eux, ils ont des ETA, euh, et les ETA ressemblent beaucoup plus aux EA françaises, et accueillent des handicaps quand même beaucoup plus légers que les ESAT. Et j'ai l'impression, ce sera vérifié, j'ai l'impression qu'en fait, que les publics qui sont accueillis en ESAT ailleurs, enfin en tout cas en Belgique, sont des publics qui sont pas mis au travail, quoi. Qui sont dans des foyers occupationnels, dans des foyers de vie, etc. Et j'ai l'impression que le modèle français, mais encore une fois c'est une impression, que le modèle français de l'ESAT n'a pas vraiment d'équivalent, et D'accord. ce qui fait qu'il est mal compris, et vu plutôt comme une solution, enfin, est vu comme une solution de ghetto, parce que le point de comparaison, c'est ce que font plutôt les entreprises adaptées, qui peuvent être beaucoup plus ouvertes. Et donc j'ai l'impression qu'il y a cet écart. Et donc bah, le fait qu'il y ait cette évolution, qu'il y ait cette pression au niveau européen, etc., fait que les AD sont vraiment dans un moment charnière de leur vie. Elles doivent se réinventer sur tout un tas de sujets, inventer leurs activités, leur façon de faire, être plus inclusifs, même s'ils impliquent des personnes en situation de handicap un peu lourdes. Et donc bah, c'est là où on apporte notre toute petite goutte à l'édifice, quoi. Ok, et donc, juste très rapidement, en termes de temporalité, ça s'est fait au cours de ces 10 dernières années, sans remonter Ouais. à... Oui, c'est ça, le Oui, politiquement, oui, oui, budgétairement. oui, globalement, oui, ça change, c'est lent, quoi. Mais ça change, ouais, ça change depuis 10-15 ans, quoi. Et puis ça continue encore pendant 10-15 ans, parce que c'est des évolutions de long terme. Et les ESAT sont déjà vachement habitués, enfin, changés. C'est-à-dire un ESAT d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec un ESAT d'il y a 15 ans, et n'aura sans doute plus grand-chose à voir avec un ESAT de dans 15 ans, quoi. Il y a une évolution majeure, une vague de fond qui évolue avec des ESAT qui sont mieux que d'autres. Hmm. Euh, Ok, donc là, on a vu pour les atouts et pour les limites. de l'association? Ouais. Oh bah, la limite, elle est claire, hein. C'est en fait la limite financière, premièrement. Mhm. Euh, la limite des gens pour faire. Parce que c'est pas tout d'avoir embauché des gens, c'est la limite d'être en capacité de les encadrer, de les suivre, etc. Donc, c'est des bénévoles, hein. Et des bénévoles qui s'engagent. Parce que pour piloter un projet, faut y mettre, faut y mouiller le maillot. C'est d'ailleurs, à mon avis, plus cette limite-là que la limite d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on est relativement fort pour aller chercher des financements privés et européens. Donc, on pourrait en faire plus, mais il faudrait plus de monde pour encadrer plus de projets. Donc, en fait, aujourd'hui, la limite, elle est plutôt sur les talents des bénévoles qui viennent nous rejoindre. Et après, l'autre limite qui est assez bizarre, ouais, c'est comme ça, c'est qu'en fait, quand on a lancé HTS, on était sur des projets qui étaient sans aucun but commercial, économique, euh, et où on allait chercher des financements de sponsors pour que le projet existe. Et donc, typiquement, par exemple, Solidar, par exemple, on récupère des places à des événements culturels, on les redistribue, on accompagne les gens à des spectacles, on fait de la création artistique au sein des ESAT. Ça n'a aucun modèle économique. On Non. ne pourra jamais avoir un quelconque euro de revenu là-dessus, et ça ne pourra jamais être rentable, équilibré, ne serait-ce que équilibré. Et ça peut marcher que s'il y a des financeurs qui disent oui, c'est important, l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap, etc. Et ça, c'était au début Solidar, Solitudiant, Solistage, Solishop, c'était vraiment le modèle de l'association HLS. Et en fait, les financeurs qui nous financent, qui sont principalement les groupements de protection sociaux, parce que les groupements de protection sociaux ont une obligation, ont une partie de la collecte qu'ils font en retraite et en mutuelle, qui doivent être mis dans un fonds social, et le fonds social qui a plusieurs objectifs, dont un qui est l'emploi. Et entre autres l'emploi des plus fragiles, entre guillemets, et donc le handicap. Donc les groupements de protection sociaux financent énormément le handicap en France. Et en fait, au début, ils nous finançaient très bien sur Mhm. nos projets tels qu'ils étaient. Et puis au bout d'un moment, en fait, ils nous ont tous dit les uns après les autres que eux, leur modèle, c'était de financer un projet de 3 ans, et puis ensuite de passer à un autre projet de 3 ans, et puis ensuite un autre projet de 3 ans, etc. Ils ont besoin d'innovation, ça peut se comprendre, hein. Ils veulent pas subventionner pendant 20 ans le même projet, etc. Le problème, c'est que nous, on n'avait que des projets qui, de toute façon, n'auraient jamais pu atteindre. Ils n'étaient pas conçus, entre guillemets, pour être équilibrés. Donc, Oui.
Et donc, en fait, ils nous ont challengé et ils nous challengent encore pour qu'on ait des projets qui aient une rentabilité à terme c'est 2-3 ans après le lancement, sans eux. Ok. Et donc, ça nous oblige, in fine, à lancer des projets qui ont une rentabilité, alors au moins un équilibre, sans parler de rentabilité, mais au moins un équilibre. Mais pour avoir un équilibre, ça veut dire qu'il faut vendre des choses. Ce qui n'était pas du tout notre objet. On était une association, on vendait rien. Nous, pendant 3 ans, on a vendu 0,000 centimes, quoi. Et là, ben, ils nous disent qu'il faut être équilibré. Mais le problème, c'est que équilibrer 10 salariés, les budgets qu'on a, ça veut, c'est pas faisable. Je veux dire, il faut beaucoup vendre. Et si on vend trop, on n'est plus reconnu d'intérêt général, puisqu'on n'est plus une association. Mm. Et donc, en fait, une des limites du système, et c'est pas que nous, hein, c'est le système, c'est que on dit aux associations, parce que les financements publics se tarissent, et parce que les privés ont, et c'est leur choix, et je le respecte tout à fait, envie d'innovation dans les projets qu'ils soutiennent, on dit aux associations, d'un côté, il faut que vous développiez une certaine rentabilité de vos projets pour équilibrer vos comptes, et de l'autre côté, l'obligation qui est, au-delà de 72 000 euros, je crois, cette année, ou C'est quelque chose ça. comme ça, vous n'êtes plus une association. Vous basculez, entre guillemets, éventuellement dans le monde de l'ESS, mais vous n'êtes plus une association. Et donc, une des limites fortes, c'est cette dichotomie qu'on peut pas résoudre, entre guillemets, hein, entre les deux principes. Et donc, ça pousse beaucoup, de mon point de vue, les associations à aller plutôt sur un modèle de l'ESS. Et donc, qui dit ESS, il y a bien l'économie sociale et solidaire, mais il y a bien économie. C'est un modèle économique basé sur une activité économique qui sous-tend un but social et solidaire. Et en fait, c'était pas du tout l'objet de l'association, et on est en train, malheureusement ou heureusement, de toute façon, c'est comme ça, donc il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, mais on est en train de devoir faire cette évolution aussi, nous, de quelque chose qui était purement social et solidaire à quelque chose qui va s'orienter vers de l'économie sociale et solidaire. Et donc, les nouveaux projets qu'on lance, maintenant, on cherche à lancer des projets qui ont cette possibilité un jour d'être équilibrés. Euh, et donc, c'est aussi limitant, parce qu'il y a tout un tas de projets ultra intéressants Mm. qu'on pourrait lancer, mais qui n'ont pas de rentabilité intrinsèque, et qui n'en auront jamais, et qu'on ne peut pas lancer. Et puis, même sur les projets qu'on a déjà lancés, mais qui n'ont pas de rentabilité intrinsèque, on est en danger. Typiquement, je prends l'exemple de Solida, parce qu'aujourd'hui, Solida, il n'est pas financé. Donc, on continue à le faire, mais voilà, à un moment donné, il se pose la question de ces projets-là qui sont impactants, qui ont un intérêt, mais qui n'ont pas d'objectif, qui n'en auront jamais d'objectif économique. Et donc ça, c'est un facteur limitant aussi pour la société. Et bon, au-delà du fait, enfin, pour quelles raisons vous avez choisi une association? Vous l'avez choisi pour des raisons sociales et ou pour quelles raisons vous avez choisi ce Pourquoi une statut? association? Ah bah Ouais. parce que c'était l'objet. Enfin, quand tu veux avoir un impact sans impact, sans volonté économique, et que tu veux œuvrer pour une thématique d'intérêt général comme le handicap et l'insertion des personnes en situation de handicap, bah, le modèle classique, c'est l'association. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ça. Après, on l'a créé en 2013. En 2016, on a fait de la demande d'intérêt général, Mhm. qui a un intérêt parce que bah, déjà, ça donne un statut vis-à-vis des donateurs de se dire, vous donnez pour quelque chose qui a été reconnu d'intérêt général, donc il y a quand même un peu de sérieux. Et puis la deuxième chose, c'est un avantage non négligeable, c'est que c'est défiscalisable pour le donateur. Nous, aujourd'hui, nos donateurs, majoritairement, ne demandent pas de défiscalisation, parce que, par exemple, les actions sociaux, les fonds sociaux des groupements de protection sociaux n'en ont pas besoin. Ok. Mais ça n'empêche qu'il y en a quand même quelques-uns qui le demandent, peu, mais quand même. Et donc pour nous, c'est plutôt on va dire un gage de notre sérieux que vraiment un levier de défiscalisation de ce qu'on reçoit. Euh, Par contre, avec cette évolution nécessaire vers l'économie sociale et solidaire, et en particulier des projets comme Soli Food West et Soli Balza, ils ne pourront pas être maintenus dans une structure de type associatif, pour qu'ils puissent être impactants. Je prends par exemple Soli Food West, qu'on a prévu plus de 50 emplois pour des personnes en situation de handicap. Ça veut dire quand même qu'il faut un chiffre d'affaires conséquent en face. Et donc, pour qu'il soit impactant, on est obligé de basculer sur un modèle de l'économie sociale et solidaire et donc de sortir les projets pour en faire des SASU qui vont, eux, avoir le droit
et même l'obligation pour le coup, d'être équilibré. Parce que sinon, on peut pas. En fait, techniquement, je peux pas faire Solibalza, par exemple, et sortir suffisamment de chiffre d'affaires pour d'un côté payer les AT, de l'autre côté payer tous les consommables, payer le salaire de la personne qui le gère. C'est pas possible. Je peux pas. Légalement, si je le fais, je suis plus une association. Et si je le fais pas, bah, mon financeur il me dit, bah, au bout de 2 ans, il me dit, bah, Mm. ton projet m'intéresse plus, quoi. Donc voilà, c'est toute la difficulté des associations qu'on force à aller vers l'ESS parce qu'on les force à aller vers un modèle d'équilibre. Après, Et c'est pas un mal, hein, mais c'est juste que ça peut être compliqué pour certaines associations qui n'ont pas, qui n'ont pas cette, qui existent depuis très longtemps qu'on passe cette et qui n'ont vocation-là. pas du tout cette vocation-là et qui se disent, mais moi, c'est pas mon objectif. Je veux dire, Ouais. aider, par exemple, je sais pas, moi, des personnes dans la rue, ça sera jamais rentable. Je pourrais faire toujours ce que je voudrais, ça sera jamais, quoi. Et donc, c'est compliqué comme évolution qu'on demande aux associations. Mais et pourtant, d'un côté, vous avez le statut associatif, il est favorable, enfin, il a les faveurs de la légifération actuelle avec la loi Garot qui dit Hmm. qu'on peut donner auprès des associations les invendus alimentaires. Oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est tout la difficulté. C'est tout la difficulté. Je prends l'exemple d'une association qui ferait que de la redistribution des produits sans la transformer. Effectivement, il y a un gros avantage pour favoriser l'anti-gaspi, c'est effectivement la défiscalisation des invendus qui leur sont donnés. Très bien, ils redistribuent ça aux personnes en situation enfin, qui en ont besoin. Très bien. Qui paye les frais de structure de l'association? Personne. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça marche avec des subventions, des bénévoles, etc. À long terme, se pose quand même la question, et des associations, par exemple, comme les Restos du Cœur, se professionnalisent de plus en plus. Là où, par exemple, les banques alimentaires ne le font pas, travaillent beaucoup avec des bénévoles. Mais pour discuter avec les banques alimentaires, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, il y a effectivement une partie des lois qui est très favorable au monde associatif. Et puis, il y a cette injonction, entre guillemets, à long terme de rentabilité, ou tout du moins de business model équilibré, qui est compliqué à gérer, quoi. Donc, Enfin, en tout cas, c'est ma à vision. terme, il y Après, aurait l'idée de changer de statut. non, 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 Non. à terme, l'idée, c'est que des projets tels que Solibalza, Solifood West, qui nécessitent pour être équilibrés d'avoir des gros volumes de vente, ne pourront pas être faits dans HTS. Je te laisse. Et donc, ça peut être fait dans les EA, ESAT partenaires, sans que HTS intervienne. Ça peut être fait sous forme de co-entreprise créée avec ces structures du handicap, co-EA, co-entreprise adaptée. Ça peut être fait, enfin, je ne sais pas comment ça peut être fait, mais en tout cas, ça ne peut pas rester à terme dans la structure HS. Ok. Donc il y a vraiment une réflexion qu'on a en cours en ce moment sur cette dichotomie d'injonction et quelles solutions on y apporte. C'est pas simple. Pour revenir plus sur toi, tes missions au sein de tes activités au sein de l'association. Alors moi je suis créateur président, donc j'étais à l'origine des projets. Mm. Ça, bon, ça me donne pas mes missions actuelles. Donc, mes missions actuelles, c'est une grosse partie de recherche de financement. Donc il y a des équipes qui font ça, hein, mais ça n'empêche que il faut bien aussi les soutenir, leur donner de la méthodologie, relire quelques dossiers, en faire quelques-uns. En particulier, comme j'ai une grosse compétence en dossiers européens, je regarde beaucoup les dossiers européens. Et puis les gros dossiers, par exemple là on est sélectionné en phase 2 de la France s'engage. Ok. On a déjà été 3 fois, mais 3 fois on s'est fait shooter à la phase 2. Donc là, c'est des gros enjeux financiers. Donc là, je regarde de près les dossiers et j'en écris une partie. Donc cet aspect est associé à cet aspect-là, l'aspect représentation de l'association. Parce que typiquement, quand on a un sponsor, je sais pas, j'en prends un au hasard, comme Malakoff, Eric Humanis, Mm. forcément, c'est pas tout qui nous donne de l'argent, il faut les rencontrer, leur expliquer ce qu'on fait, etc., Donc pas mal de travail autour de la représentation aussi de l'association.
Pas assez parce que je suis bénévole et donc à chaque fois j'essaie de faire ça le soir. Et puis si c'est pas possible le soir, je prends une journée de congé. Donc à un moment donné, c'est c'est compliqué, hein, j'ai pas de journée de congé, rien. Mais ça, c'est une grosse mission. Et l'autre grosse mission, c'est le pilotage global de l'association. Parce que, en gros, l'unité de pilotage de l'association, c'est un projet. Un projet, c'est un chargé de projet, un ou plusieurs bénévoles, un ou plusieurs stagiaires. Et chacune, alors sur Soy Food West, c'est particulier, puisqu'il n'y a pas que un chargé de projet, ils sont nombreux, parce que c'est un gros sujet. Mais sinon, à part Soy Food West, les autres, c'est un salarié. Et chaque personne est sur des sujets assez disjoints. C'est-à-dire, en gros, je prends entre Soy Balsa, Solidar, il n'y a pas vraiment de lien, quoi. À part l'objet la vocation qui est la même, mais après, au quotidien, c'est tout, quoi. Et donc, en fait, bah, je pilote aussi chaque projet en, en étant quelque part le responsable hiérarchique du chargé de projet, quoi. Ok. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en tous les lundis soirs de faire des points avec ceux qui ont besoin. Donc, en essayant de faire tourner pour que tout le monde ait besoin. Euh, et puis, bah, de répondre aux interrogations, mails, au téléphone, etc. Et puis, une fois par semaine, ils me font un compte-rendu de leurs activités passées et à venir, avec leurs questions éventuelles, leurs difficultés, etc. Et donc, j'y réponds aussi durant le week-end. Donc il n'y a pas de coordinateur. Non. Et pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que personne ne veut financer les frais fixes dans une association. Les financeurs financent des projets, pas des frais fixes, hein. Donc personne finance les bureaux, l'électricité, l'eau, le directeur, Mm. la RH. Ça. Donc personne finance ça, donc c'est difficile d'en avoir beaucoup. Et puis la deuxième raison, c'est que moi je crois beaucoup au modèle de l'entreprise adaptée, alors, de libérée, pardon. Ce qui pourrait être l'équivalent de l'association libérée. Et le modèle de l'entreprise adaptée, libérée, pardon, c'est que les, les encadrants intermédiaires sont pas nécessaires. Si tu fais confiance aux gens qui ont dans leur vie la compétence de gérer leur propre vie, leur propre projet, leur propre loisir, etc. Et qui ont rarement besoin d'avoir quelqu'un pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ce qui n'est pas vrai quand on démarre, parce que quand on démarre, on a besoin d'avoir quelqu'un Mm. plus pour en suivre. Mais ce qui est assez vrai quand on commence à maîtriser son sujet et où le chef, à part demander du reporting, il n'est pas forcément toujours très pertinent. Et donc, moi, comme je crois beaucoup à ce modèle-là, je considère que les chargés de projet sont des gens qui ont les capacités de piloter un projet. Et le fait est que, je prends par exemple Laura qui est sur Solidar depuis longtemps, je ne lui apporte plus grand-chose, quoi, je veux dire. Son projet, elle le maîtrise largement mieux que moi. Et si je lui mettais un responsable dessus, je pense que ce serait plutôt une galère qu'autre chose, quoi. Et donc, il y a ces deux raisons. Il y a l'aspect financier où on n'a pas les moyens, puis il y a l'aspect aussi volonté où je me dis qu'il n'y a pas forcément, alors, ce serait pas vrai si on était 500, Oui. mais au stade où on est, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un responsable qui coordonne l'ensemble. Par contre, on a des manques. C'est par exemple typiquement sur la com. On a des manques sur la com et donc on est en train de regarder pour avoir un responsable com qui va chapeauter la com de tout, mais juste sur un sujet précis. Il va pas chapeauter, il va pas être il ou elle va pas être la chef des chargés de projet. Du coup, Les niveaux hiérarchiques, pour moi, il n'y a qu'un niveau hiérarchique, quoi. Tout le monde a le niveau. Il n'y a pas de. Enfin, forcément, quand il y a un stagiaire, il est plutôt encadré par un chargé de projet. Donc, on peut dire qu'il y a, oui. de fait deux niveaux hiérarchiques, mais pour moi, il n'y a pas d'objet quand on est 10 ou 15 d'avoir deux niveaux hiérarchiques. Ce serait, à mon avis, de la perte de confiance dans les gens, de la perte d'intérêt et de la perte d'argent. Et en termes de profil de personnes qui sont salariées ici, euh, donc tu participes, vous êtes combien à participer au recrutement? Et comment est-ce qu'ils sont présélectionnés? Est-ce que c'est des profils qui se ressemblent ou non? Alors, en termes de profil, alors, il y a plusieurs questions dans ta question, je vais y répondre dans l'ordre. On a deux typologies. Alors, déjà, dans nos recrutements, on a la volonté, difficile, mais on a la volonté de nous-mêmes, avec nos petits moyens de recrutement, de participer à cet effort d'insertion pour tous.
Et donc, du coup, dans nos critères de recrutement, on considère positivement des gens qui ont des difficultés dans leur insertion professionnelle. Euh, et ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié soit trop jeune, pas assez expérimenté. Mhm. En ce moment, c'est plus trop le cas parce qu'il y a un peu de plein emploi sur les types de profils qu'on recrute. Donc en général, même trop jeune et trop peu expérimenté, les gens trouvent du boulot. Donc c'est un peu moins vrai. Handicap, mais de fait, pour tout un tas de raisons, mais les handicaps, historiquement, les personnes en situation de handicap n'allaient pas dans les écoles avec les personnes dans les écoles classiques. Et du coup, le niveau moyen de formation des personnes en situation de handicap est plus faible que la moyenne D'accord. nationale. Et donc, sur des métiers très compliqués, à très haute technicité que l'on recrute, c'est pas toujours facile d'avoir des personnes en situation de handicap. Mais dès qu'on le peut, on le fait. Et puis l'autre typologie de public, c'est des personnes en deuxième partie de carrière, ou en troisième ou en quatrième partie de carrière, que les gens considèrent comme étant trop vieux et trop tout, et donc qui ont du mal à retrouver. Et donc en fait, on a ce mix de public, des jeunes, qui sont majoritaires, des personnes handicapées et des personnes en dernière partie de carrière. Donc ça, c'est nos publics cibles, entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recruter en dehors de ça, mais en tout cas, c'est nos publics. Du fait des missions de l'association, on recrute beaucoup plus de femmes. C'est pas une volonté, c'est parce qu'il y a plus de candidates que de candidats, tout Ouais. simplement. Et donc, c'est très féminin comme association. Euh, c'est un peu moins vrai dans les bénévoles. D'ailleurs, les bénévoles sont plutôt des hommes, mais les salariés sont plutôt des salariés, eux. Euh, euh, la moyenne d'âge aujourd'hui, elle est quand même très jeune, parce que les publics aujourd'hui qu'on recrute le plus, c'est des jeunes, c'est comme ça. Il y a aussi un effet salaire, hein, parce que historiquement, on est une association, comme on n'avait pas de soutien très élevé, on payait très mal les gens. Et c'est encore le cas sur la majorité des projets. C'est moins vrai avec les financements européens sur des projets qui ont une possibilité de financement européen, parce que là, pour le coup, on peut mieux rémunérer les gens. Bon, on peut même bien les rémunérer pour certains postes. Mais il y a encore beaucoup de gens où on est pas sur des salaires très, très élevés. Euh, Lié aussi au fait que comme quand on a des financements classiques, entre guillemets, où chaque année sont décidés si ou pas il y a une prolongation d'une année, en fait, du coup, ça nous rend très difficile le recrutement à long terme, parce que chaque année, on ne sait pas si l'année d'après, on aura les moyens de payer la personne, quoi, sur le projet. Donc ça aussi, c'est un biais assez fort des financements en année au projet, c'est qu'en fait, bah, ça pousse à faire des CDD à l'année, quoi. Et c'est pas forcément facile pour conserver les personnes, parce que bah, forcément, une personne, et c'est logique, à un moment donné, si elle trouve meilleur salaire et ou meilleure durée, bah, Ouais. et c'est logique, hein, elle part pour ce meilleur, ce meilleur. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la première partie de la question. Deuxième partie de la question, comment on recrute? Ben, en fait, ça dépend des postes, forcément. Quand il y a un chef de projet bénévole, ben, il participe au recrutement de la personne. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est déjà recruté, par exemple comme Soïg Balza, la personne que tu as vue Mhm. tout à l'heure, c'était pour remplacer Carole. Ben, Carole participe au recrutement parce que bon, même si elle s'en va, elle part en bonne camaraderie, et puis elle a envie que ça se passe bien parce que le projet elle le considère vachement bien, etc. Donc voilà, elle participe aussi au choix de sa successeuse, parce que encore une fois, il n'y a que des femmes qui ont postulé. Et puis on a une RRH, alors on a une RRH bénévole, mais qui est assez peu disponible, et on a une RRH en stage, mais qui est très expérimentée, parce qu'elle doit avoir, alors je vais pas dire d'âge parce que je dirais une bêtise, mais en tout cas elle fait partie plutôt du public en deuxième partie de carrière. Et donc elle nous aide aussi à faire cet aspect recrutement. Et plus forcément moi à la fin, puisque je participe souvent en fait la personne Françoise qui s'occupe de RRH, plus ou moins le chargé de projet concerné, plus ou moins le bénévole font les premières rondes de sélection. Souvent ils en sélectionnent un ou deux, et puis après je les vois pour valider le recrutement, parler des aspects rémunération, etc. Et puis ensuite,
ensuite on lance la réalisation, enfin, le contrat administratif. Ok, très bien, merci. Euh, une dernière question, c'est comment est-ce que sur ce volet-là, c'est comment est-ce que tu te vois toi évoluer dans l'association ou tes missions? Ah, moi, mes missions dans l'association, en fait, euh, moi, c'est une activité qui ne sera jamais mon activité principale, hein. Je conçois pas de devenir un jour salarié de l'association, hein. C'est un travail bénévole, et comme tout principe entre guillemets de bénévolat, c'est sans vocation autre que T'es juste intéressé? voilà, désintéressé. Voilà. Donc, moi, je vois mes missions continuer. Par contre, je sens bien que l'association a un besoin et un potentiel énorme de développement de son impact et que, il faut structurer ça parce que là, on est 10, ça va encore, mais quand on sera, si un jour on est 20, 30, 40, 50, j'en sais rien, c'est plus viable. Donc je pense qu'à terme, il y aura déjà plus de fonctions support, parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je fais que je ne pourrais plus faire. Bon, euh, les recrutements, d'autres choses comme ça, hein. Un peu l'administratif, parce que je fais quand même pas mal d'administratif aussi. Et puis je pense qu'à terme, à un moment donné, il y aura même si je disais tout à l'heure qu'on est sur le modèle de l'entreprise libérée et de l'association libérée, je pense qu'à terme, avec la taille, viendra forcément un besoin de structuration et d'un directeur de l'association qui prendra un peu l'objet. Et où, comme on sera sans doute obligé de créer des entités parallèles pour les activités type Soy Food West, Soy Balza, potentiellement, du coup, bah, s'il y a une activité parallèle de type SASU, je sais pas, Soy Food West, eh ben, potentiellement qu'il y aurait à ce moment-là un gestionnaire de la SASU qui prendrait l'activité complète avec tous les aspects qui y sont associés, quoi. Donc voilà, après, moi aujourd'hui, ce que je donne comme temps, je peux pas faire plus, hein, parce que je suis au Ouais. taquet. Et donc, je peux pas, euh, je peux pas augmenter mon rôle dans l'association. Même le rôle de représentation, c'est un rôle très chronophage, qui est très difficile à déléguer. Euh, mais l'objet de en recrutant la personne dont on parlait tout à l'heure, c'est justement de pouvoir déléguer. Donc l'idée, c'est de pouvoir déléguer, y compris les fonctions qu'aujourd'hui je ne délègue pas, pour que même si l'association continue à grandir, mon temps global que j'y consacre, lui, ne- ne- n'explose pas. Il est déjà très élevé. À peu près, c'est combien d'heures hebdomadaires? Oh, 40, 45. D'accord. C'est. C'est. Ouais. Non, peut-être pas 40, 45, j'exagère. C'est. Ouais, un bon 35. Un bon 35. Bah, c'est tous les soirs, Ouais. plus par mail, le lundi là, et puis une grande partie du week-end. Donc c'est bon. Le deuxième travail. Deuxième travail. Troisième, parce que j'ai aussi beaucoup d'enfants, donc Combien? 5. Ah oui, quand même. Et jeune, donc j'ai trois travails. Un travail qui me paye, un travail qui a un sens et un travail de père de famille Qui a un sens aussi. qui a un sens aussi, tout à fait. Très bien. Solipin et Solifruit, du coup, c'est né justement du besoin de pivoter des Alors, des pas ESAT. tout à fait, tout à fait. C'est Soli. Alors d'abord, il y a eu Solipin, Ok. qui avant s'appelait le pain du cœur, au tout début. Et c'était parmi les premiers projets Il n'y avait pas encore toute cette publicité autour de l'économie circulaire, de la transition écologique, etc. Euh, Quand j'ai publicité, c'est pas négatif, hein, parce que je trouve que c'est très Oui, bien tout ce oui. qui se passe en ce moment. Mais en fait, il y avait cette idée de revaloriser le pain, plutôt pour l'alimentation animale, et que pour l'alimentation animale, d'ailleurs, à l'époque. De collecter des grandes quantités de pain, d'en faire de la farine, et de le revendre pour pour des porcs, en créant de l'emploi au passage des personnes en situation de handicap, et de le faire à grande échelle. Le projet de pain contre, enfin, le pain du cœur, c'était de faire ça, mais à très grande échelle,
un poste semi-industriel, parce qu'on est quand même dans le monde du handicap, mais vraiment plusieurs milliers de tonnes par an, quoi. Et puis on a fait cette étude pendant 2 ans, on a faisabilité dans tous les sens, on a travaillé dans tous les sens, on a fait travailler tout un tas de monde, des écoles, pas de rentabilité. Parce que en fait, collecter, bah, toujours en économie circulaire, ce qui coûte cher, c'est la collecte. Et le pain, c'est des gisements très dispersés. Et le coût de la collecte était quasiment aux trois quarts du prix de la vente, parce que le prix de vente pour l'alimentation animale, c'était Rien. le prix du blé. Mm. Et donc le blé, vers 180 euros la tonne, qu'on pouvait imaginer pour la beauté de la cause, monter à 200 euros la tonne, mais 200 euros la tonne, la collecte était déjà à 130 euros la tonne. Donc, en gros, avec ça, on n'avait pas payé les machines, on n'avait pas payé le travail des personnes en situation de handicap, on n'avait rien payé, donc en gros, aucune rentabilité. Donc on s'est heurté au sujet pendant 3 ans, on a fait dans tous les sens, on a fait partenariat avec plein de boîtes qui pouvaient collecter. Enfin, c'était vraiment, on a vraiment beaucoup bossé, mais on ne trouvait pas de solution. Et donc, on a dit, bon, on abandonne. Enfin, tout le monde disait, on abandonne, on abandonne, on abandonne. Et puis, en fait, euh, comme à l'époque, on n'avait pas non plus 50 projets et qu'on y avait consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, moi, ça m'emmerdait d'arrêter. Et on a eu la chance de rencontrer une start-up qui faisait des cookies avec le pain et qui nous a ouvert la valorisation des invendus alimentaires de pain pour l'homme. Et là, pour le coup, la rentabilité devient beaucoup plus faisable parce qu'au lieu de vendre au lieu de que ton produit, tu es obligé d'en collecter des tonnes et des tonnes et puis tu le vends à 180 euros la tonne, 200 euros la tonne. Là, tu n'as pas besoin d'en avoir d'autant grande quantité pour avoir de l'impact sur l'emploi, parce que notre objectif c'est l'impact sur l'emploi, parce que tu mets plus de choses, plus de temps, plus de façons, plus de valeur ajoutée. Donc ton impact, tu l'as quand même en Mm. termes de nombre d'emplois. Par contre, tu as besoin de beaucoup moins de pain. Et puis surtout, tu le vends beaucoup plus cher. Parce qu'un cookie que tu vends à 12 euros la tonne, c'est-à-dire à 12 euros le kilo, c'est-à-dire 12 000 euros la tonne, Ouais. comparé à 200 euros la tonne. Alors, ok, tu as mis beaucoup d'autres choses dedans, tu n'as pas mis que du pain, mais quand même, donc du coup, le coût de la collecte dans un cookie, le coût de la collecte du pain dans un cookie, c'est pas nul, mais c'est pas beaucoup. Alors que dans une tonne de granulés de pain, pour les animaux, c'était juste convention. Et donc, c'est ce qui nous a permis de relancer une phase d'étude de faisabilité à gogo, en disant, ah, on va revoir un peu toute la philosophie. Et donc, c'est ce qui a permis, en faisant des essais, etc., d'aboutir au fait que Solipin a démarré et qu'on a trouvé une rentabilité, enfin pas une rentabilité, parce qu'on perd de l'argent sur Solipin, mais un modèle où la cible était équilibrée. En parallèle de ça, on s'est dit, bah, si on fait le pain, on va collecter dans les boulangeries, dans les GMS. Qu'est-ce qu'on pourrait collecter d'autre? Parce que ce qui coûte cher en économie circulaire, c'est la collecte, hein. Donc, une fois qu'on collecte, qu'est-ce qu'on peut collecter d'autre de facile? Alors, on avait regardé la viande, complexité de la viande, oula, Ouais. plus tard. Et donc, on a regardé après les fruits et légumes, ça c'est traditionnel, parce que les fruits et légumes, un, il y en a beaucoup, enfin, c'est moins risqué d'un point de vue sanitaire. Et puis deux, il y a 2 millions de tonnes qui sont jetées par an. Donc voilà, donc on est parti sur les légumes et les fruits, et là on s'est rendu compte qu'en fait le modèle sur les fruits et légumes c'est pas du tout le même que sur le pain, parce que l'idée, vous pouvez pas collecter 1 kilo d'invendu de poireaux, plus 1 kilo d'invendu de poire, plus ceci dans les GMS. Et donc là où le modèle dans le pain c'était de collecter des pains, des petites quantités de pain un peu à différents endroits, là le modèle ça a été plutôt d'aller chercher des grosses quantités de fruits et légumes, plutôt du coup en amont de la chaîne de distribution producteurs, mûrisseurs, distributeurs, etc. Et le modèle de Free, c'est de se dire, à un moment donné, il y a beaucoup d'invendus parce que il y a soit des produits pas calibrés, ça il y en a tout au long de l'année, soit parce qu'il y a un moment trop de produits d'un type, donc trop de fraises à l'époque des fraises. Et les banques alimentaires qui récupèrent habituellement les invendus, elles sont incapables de traiter ces gros volumes qui affluent parce que typiquement, quand elles ont une- une palette de tomates, elles arrivent à les refourguer. Quand elles ont 20 palettes de tomates, personne n'en veut, quoi. Et donc, en fait, il n'y avait pas de solution aujourd'hui pour revaloriser des grosses quantités d'invendus massifs qui tombaient Mm. sans les revendre immédiatement. Parce que l'idée, c'est si on les transforme et qu'on les revend immédiatement, on sature encore plus le marché, donc aucun intérêt. Et donc, du coup, l'objet de Solifruit, c'est d'être capable de se traiter ces grosses quantités en produits à longue conservation qui vont pouvoir être écoulés tout au long de l'année. Et donc ça peut être par exemple des confitures, c'est long terme, du surgelé, enfin il y a tout un tas de possibilités, mais
en tout cas de découpler le moment du surplus avec la consommation des produits. Ok. C'est... Et donc ça c'était Solifruit. Solifruit, on l'a lancé beaucoup plus tard. Euh, on est d'ailleurs beaucoup moins mature sur Solifruit parce qu'on est encore en train de faire une R&D extra dessus. Euh, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait le modèle de le faire à petite échelle dans les ESAT n'était pas viable parce que ils ont pas assez d'effectifs. Et c'est assez logique, un ESAT en moyenne c'est 50-60 travailleurs. Ils veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est bien logique. Donc ils préfèrent avoir des activités de 5-6 travailleurs pour pouvoir en avoir 6 ou 7 différentes comme ça. S'il y en a une qui marche pas bien. Ouais. Et sauf que 5-6 travailleurs pour une activité, tu ne fais pas grand-chose in fine en termes de volume. Donc tu le fais à la main parce que tu ne Mm. peux pas payer les investissements. Et donc, du coup, tu n'atteins pas ton seuil de rentabilité. Donc, du coup, tu perds de l'argent. Donc, du coup, tu le fais pas. L'autre chose, c'est typiquement quand on fait de l'agroalimentaire, les normes. Et des ESAT qui ont les normes dans leurs locaux agroalimentaires, il y en a très peu, quoi. Et donc, en fait, on s'est vétorté au fait que faire de l'agroalimentaire, d'un vendu, mais de l'agroalimentaire quand même, dans les structures ESAT, c'était pas viable par manque de nombre de personnes et par manque de locaux, non. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, la seule solution, c'est de faire un lieu dédié où on met plusieurs structures qui vont venir en commun travailler dans ce lieu. Et ce lieu est aux normes, ce lieu est adapté au handicap, ce lieu est adapté à faire des, entre guillemets, gros volumes, même si par rapport à l'industrie agroalimentaire, c'est tout petit, mais bon, gros volume suffisant pour dépasser le point de rentabilité. Et tout de suite, s'est posé la question, la thématique, c'est que si c'était fait dans les petits ESAT, bah, chaque petit ESAT, entre guillemets, démerdait pour vendre, etc. On les accompagnait, on les aidait, et ça se passait très bien. Par contre, si c'est fait sur une structure globale, centrale, ben, ça marche plus. Donc il faut du coup un pilote, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va à la fois investir, qui va à la fois aller vendre les produits, payer les ESAT, etc. Et en fait, là où il y avait, nous on était plutôt avant sur Solipain, Solifruit, sur des projets où en fait on apportait une activité à un ESAT et puis il se démerde avec, même si on l'accompagnait, mais voilà. Et puis il vivait sa vie et puis tant mieux. Et c'est ce qu'on fait sur tout un tas de projets. Bah là, on s'est mis, auto-mis, entre guillemets, en position de, pour que l'activité puisse être impactante sur l'emploi et puisse être rentable, il faut qu'on crée cette structure. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation qu'on ne voulait pas au départ, hein, qui était Ouais. la solution de devoir piloter, in fine, une activité importante. Et c'est cette activité qui, petit à petit, nous pousse à faire des choses qu'on n'avait pas envisagées au départ, mais qui sont de fait l'activité. Alors, on aurait pu dire, bah non, on ne fait pas. Non, on n'a pas envie, c'est pas viable, et puis on ne fait pas. Le problème, c'est qu'on avait mis tellement d'énergie, et puis surtout, on voyait tellement l'impact énorme que ça pouvait avoir en termes de création d'emplois, ou développement d'emplois, ou développement d'activité, plus l'aspect écologique, parce que ça, même si c'est pas notre vocation première, enfin, voilà, on est tous sensibilisés de plus en plus à cette thématique-là. Et donc, de fait, on s'est dit, ben non, on va pas arrêter l'activité. Il y a un potentiel énorme, d'impact handicap et écologique. Et donc, on y va. Et donc on y va, mais bah, avec cette évolution. Donc on a lancé le projet Solifood West, qui est un financement européen, et en regroupant les deux, et qui a justement cette vocation à faire l'étape d'après de Solipain et Solifruit, c'est-à-dire aller sur ce bâtiment unique, relativement important, c'est 1300 mètres carrés, c'est pas non plus une usine agroalimentaire de 20 mètres carrés, mais bon, par rapport à nous et par rapport à NESAT, c'est quand même beaucoup. Et l'idée, c'est de démontrer sur un premier site que ça peut marcher techniquement, économiquement, blabla, et que ça a un impact réel à la fois sur l'environnement, surtout en ce qui nous concerne sur le handicap, et ensuite de le déployer euh, à l'échelle nationale pour nous. Et comme c'est un projet européen, on a des partenaires qui veulent le déployer aussi dans leur pays ou à l'échelle européenne. Nous, c'est pas notre objet à nous, quoi. Nous, notre objet, il est national, c'est déjà beaucoup. Et là, vous êtes déjà en contact avec plusieurs centaines d'ESAT On travaille avec plus de 300 dates ouais. aujourd'hui sur tous nos projets, Et ils sont concentrés partout en partout en France. France. Et donc,
Mais après, c'est sur différents projets. Oui, surtout nos produits. Mais globalement, comment est-ce que vous êtes, enfin, comment vous êtes rentré en contact avec eux? Comment est-ce que... Avec les 2000 USAT, Ouais. 2000 USAT, bah, en fait, dans l'ensemble de nos projets, on travaille avec eux. Donc, on travaille avec eux pour leur donner accès à des places de spectacle, on travaille avec eux pour qu'ils aient des stagiaires, on travaille avec eux. Enfin, donc, naturellement, bon, après, il y a une base assez traditionnelle, hein, je veux dire. 2000 structures, c'est pas, c'est à la fois énorme et à la fois c'est raisonnable. Je veux dire, tu peux contacter 2000 structures. Donc, en fonction de nos projets, et puis on commence à avoir peut-être une notoriété. Donc, en fonction de nos projets, on a certaines fois c'est nous qui les contactons, certaines fois c'est eux qui nous contactent, et puis ils participent au projet, et puis voilà, quoi, c'est comme ça qu'on les recrute. Là, sur Solifood West, on a beaucoup d'entités qui nous contactent. Parce qu'en fait, ben, comme nous, ils ont abouti au même résultat, le même contexte idéologique aboutit au même résultat, à savoir, oui, il y a une activité de revalorisation d'un produit alimentaire qui est intéressante pour les ESAT en France. Euh, et oui, ça donne du sens complet pour les travailleurs, pour l'environnement, pour la société, etc. Donc, il y a beaucoup d'entités qui ont abouti au fait de, du résultat, comme nous, mais comme d'autres aussi, hein, qu'il faut développer une activité dans le cadre des invendus alimentaires, de la revalorisation. Mais comme souvent, bah, pour les mêmes raisons que expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas forcément toute l'organisation pour le mettre en œuvre, du coup ils nous contactent parce que rapidement ils voient qu'on fait ça et qu'on a en plus vocation à les s'aimer. Et donc du coup ils nous contactent et ils nous disent, nous on veut absolument que, qu'on essaime cette activité chez nous. Donc on a beaucoup de structures aujourd'hui qui nous disent nous on veut faire ça, Mhm. venez et puis on va le faire. Pour l'instant on botte en touche entre guillemets en disant super intéressant, mais d'abord on doit d'abord démontrer sur le premier de série que ça marche et après on sera à vos côtés pour que vous démarriez aussi votre activité. Et c'est difficile parce que quand on dit autant les AT ont parfois une certaine inertie, mais autant quand ils ont envie de faire quelque chose, leur expliquer que c'est nous qui allons mettre de l'inertie dans le système parce qu'on veut d'abord démontrer que ça va prendre 2 ans, blablabla, c'est un peu difficile. Et donc en fait, on se retrouve avec beaucoup de structures qui nous poussent très fort à aller beaucoup plus vite qu'eux. Et à D'accord. démarrer quasiment hier quoi, avec eux. Et c'est super intéressant parce que pour le coup, notre gros doute, parce que réussir le site de Nantes, vu les financements européens, privés, les soutiens qu'on a, on est en bonne position pour le faire, quoi. Parce que c'est pas comme si on partait de zéro, comme du Oui, c'est start-upper, sûr. etc. Par contre, réussir l'étape d'après qui est OK, bon, ça marche oui à Nantes, mais on le fait partout à l'échelle nationale pour que vraiment ça prenne son impact écologique et handicap. Ça, c'était un pari, entre guillemets, de dire ouais, on va créer 60 entités qui font la même chose. On n'a pas les moyens, nous, de lancer 60 fois le budget de ce qu'on va faire dans le premier, quoi. Et donc, c'était un peu un pari sur l'engouement que l'activité allait déployer. Mais on pensait qu'elle allait déployer un engouement seulement à partir du moment où on communiquerait sur le sujet, quoi. Ouais. Et en fait, Et en fait, l'engouement, il est très important. Et quasiment, on pourrait, si on était prêt, là, on aurait sans doute déjà une dizaine de sites qui pourraient être en démarrage, quoi. Mais on n'est pas prêt. Donc, pour l'instant, on fait patienter. mieux vaut ça que l'inverse. Mais en fait, mais c'est assez logique, hein, de façon en générale, quand on est sur une activité, c'est que c'était dans l'air du temps, et l'air du temps, ben, il y a plein de gens qui ont les mêmes idées en même temps. Donc ça, c'est logique. C'est maintenant. L'air du temps, c'est maintenant, sur ces thématiques-là. Est-ce que, par exemple, pour ce projet-là, là, vous travaillez avec le Sésame depuis combien de temps? Depuis le début, De- de 2000, Depuis depuis le début de Solipin, Solipin? Ok. 3 ans. Et vous avez abouti collectivement à cette réflexion-là? Alors, c'est ce que je disais, en fait. Oui, bien sûr, c'est un travail collaboratif avec les dates, mais l'ISAT n'a pas forcément autant de Le temps délai. disponible que nous on a. Donc en fait, c'est un travail collaboratif, mais à deux vitesses, quoi. Alors, en gros, il y a une vitesse où nos équipes, enfin tu vois, là typiquement, par exemple, il y a maintenant 5 personnes qui travaillent que sur ces Food West. Bah, ils turbinent, quoi. Ils ont ça à faire entre guillemets de leur journée. Enfin, c'est pas péjoratif, hein. Dit comme ça, c'est pas péjoratif. Mais je veux dire, ils ont 5 fois 35 heures d'efficacité à Ouais. passer sur le sujet.
Là où de l'autre côté, les autres partenaires, il a 2 heures par semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, même si ça c'est soumis à des discussions, des échanges, etc., ben, ça va pas à la même vitesse des deux côtés. Donc il y a tout un tas de sujets qui turbinent beaucoup plus vite en interne que quand on est, et surtout depuis qu'on a embauché autant de personnes, par rapport à avant où il y avait enfin, pas grand monde pour piloter le projet. Avant, enfin, typiquement par exemple sur Solipin, au tout début on n'avait que des stagiaires, après on a eu une personne à plein temps qui faisait tout, depuis la R&D, la production, la logistique, la vente, la facturation, on a tout de A à Z, quoi. Donc elle était difficile de tout faire, même si elle était très bien, mais c'était juste impossible comme mission. Et après, on en a eu deux, puis maintenant on en a cinq. Donc, si tu veux, la vitesse à laquelle turbine le projet est sans commune mesure avec le temps disponible des structures ESAT pour pour l'accompagner. Mais c'est, à la limite, c'est pas grave, puisque typiquement, par exemple, quand on turbine, sur quelle machine on doit utiliser, il y a beaucoup, c'est de la R&D sur les machines. Donc ça, les ESAT, ils s'en fichent un peu. Par contre, quand il s'agit après de vérifier que la machine va être adaptée au handicap, à l'ergonomie, etc., ça oui, ça on le fait avec eux. Mais quand c'est un sujet, je sais pas, par exemple, là on travaille sur la marque qu'on va lancer Mm. pour. Bon, ça c'est. Limite, ils n'ont pas de compétences et puis ils s'en foutent un peu, quoi. Ouais. On connaît certains points parce qu'il y a des choses. euh, on connaît la sensibilité des ESAT sur certains sujets. Typiquement, par exemple, les ESAT ont horreur qu'on mette en avant l'aspect handicap. Enfin, les travailleurs aussi, je veux dire, ce sont des travailleurs normaux, ils vendent des produits normaux, de bien meilleure qualité que les produits standards équivalents, et ils ne voient pas en quoi il faut marquer dessus fait par des personnes en situation de handicap pour que ce soit un peu, enfin pour eux, c'est un peu vu comme étant euh, C'est pas du l'aumône, quoi. handiwashing, quoi. Ouais. C'est un peu l'aumône, quoi, tu vois. On fait l'aumône d'acheter un produit parce qu'il est en situation de handicap. Non, on achète un produit parce qu'il est bon, parce qu'il est de qualité, etc. Donc ils revendiquent ça. Donc on fait attention. Et puis ils revendiquent aussi, par exemple, le gros truc qu'ils ont horreur, c'est que quand on met des personnes en situation de handicap, on les met en fauteuil. En ISAT, il n'y a pas une personne, alors j'exagère peut-être, mais il y en a très peu qui sont fauteuil, quoi. Donc en fait, le sigle lambda du travailleur handicapé en fauteuil, c'est la mort, quoi. Donc Mm. si dès que tu fais un truc qui ressemble à un travailleur, une personne en fauteuil, tu es sûr que tu as la remarque directe. Donc on fait attention à ça puisqu'on connaît leur sensibilité et leur envie. Et puis on leur fait valider certaines étapes critiques quand c'est des sujets qui les impactent. Mais on ne peut pas faire de la co-construction de projet parce qu'ils n'ont pas la même, ils n'ont pas la même armada que nous, quoi. Ils ont bien d'autres choses à faire et ils n'ont pas que nous. Donc, c'est un peu Et différent. donc, du coup, eux, ils vous payent pas? Ou ils Ah vous non, payent? Et non, ils non, vous non, payent non. pas. C'est pas bon. C'est même C'est le principe. ouais. Le principe de base d'HTS, c'est Et tout ce qu'on donc, fait est gratuit pour les bénéficiaires. quel type de contrat vous avez ensemble? Alors, historiquement, sur par exemple Solidar, pas de contrat. Ok. En fait, ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'inscrire sur. Enfin, ils sont obligés de s'inscrire sur le site parce que comme comment les alertes pour avoir accès à un spectacle culturel sont sur le site, il faut forcément s'inscrire dessus pour pouvoir ensuite dire à tel spectacle, à telle zone, etc. Donc ils s'inscrivent sur le site, pour s'inscrire sur le site, ils ont juste à cocher un truc comme quoi ils sont d'accord avec trois quatre conneries, quoi. Et puis voilà, après c'est tout. Donc pas de contrat. Sur ceux étudiants, pas de. Ceux étudiants, il doit peut-être signer un truc comme quoi il s'engage à bien encadrer les étudiants. Ok. Soli Sagil, ça n'engage à que dalle. Soli Shop, Soli Shop c'est un peu différent parce que Soli Shop, il y a quand même des conditions générales d'utilisation du site. Et donc ils s'engagent à respecter les conditions générales d'utilisation du site. Mais on n'a pas de contrat avec eux. Donc le modèle, c'est qu'il n'y a pas de contrat et qu'on fait les choses en bonne intelligence, éventuellement avec une charte, etc. Alors sur ce étudiant, il y a un contrat pour les lauréats, parce que comme on leur donne 75 000 euros, il y a un contrat pour s'assurer qu'ils vont bien utiliser l'argent à bon escient. Mm. Et pour le projet, et pas pour faire autre chose. Et ça, c'est nos financeurs à nous qui le demandent. Par contre, sur les nouveaux projets, de la même façon, comme en fait on évolue, hein, c'était pas l'objet de départ, mais sur les nouveaux projets, pour le coup, c'est nous qui vendons, donc c'est nous qui achetons. Et donc là, du coup, on a un contrat d'achat avec les AT, où on leur achète la totalité de leur production
Euh, Ok. Et là, ça vient modifier les relations entre vous? Bah oui, puisqu'en fait, de facilitateur de leur projet, on devient quelque part client. Donc ça change. Typiquement, par exemple, les des Chaudière qui produit des cookies, là, je pense qu'ils nous voient entre un mix entre une association qui développe et qui les aide à développer des activités et un client assez traditionnel, quoi. Je pense que on n'est pas un client traditionnel, voilà. Mais je pense qu'ils nous voient un peu entre les deux, quoi. Alors qu'avant, enfin, et ça, c'est pas beaucoup de monde, hein, puisqu'en gros, c'est que les aides de Solid Food West et un des aides de Solid Valdois. Donc, on va Mm. dire c'est 4-5 structures sur les 340 qu'on accompagne sans contrat et 100% et sur un mode euh, antérieur, entre guillemets, à ces projets d'économie circulaire. Mais dans le cas de la diffusion, Dans le cas de la diffusion, bah, on réfléchit. Dans le cas de la diffusion, on réfléchit à comment ça pourrait être, le modèle associé. C'est en réflexion qui est en cours. C'est pas encore. C'est pas encore défini, enfin, tout est inventé sur le sujet, quoi. Là, c'est une réflexion en cours et il y aura sans doute un mode partenarial à définir, etc. Et je pense pas qu'on ira demain acheter, vendre des produits sur l'ensemble de la France parce que un, c'est pas une vocation et puis deux, enfin, on ne pourra pas le faire. Donc, je pense que ça passera par le fait que on a la chance d'avoir des fédérations assez puissantes, comme la d'API 44 à Nantes, mhm. la d'API 85 en Vendée, etc. Les API sont fortes, les API, les APF, l'ADAPT, il y a des grosses fédérations. Et je pense que ça passera par le fait que c'est la fédération qui prend l'activité et qui se met à la réaliser, y compris l'aspect collecte, vente, etc. Parce que je pense pas que. Autant pour le premier, on est obligé de le faire parce qu'on veut démontrer que le modèle de marche existe et que personne ne prend le risque. Et donc si on ne prend pas le risque, ben, on ne démontrera pas et donc il ne se passera rien. Autant pour les suivants, je pense pas qu'on a vocation. On n'a pas vocation et puis on n'a pas ni la structure ni l'envie d'aller gérer des commerciaux aux quatre coins de la France, enfin même aux 60 coins de la France, pour faire de la collecte et de la revente de cookies ou ce genre de choses, quoi. La Ouais, vocation, elle n'est pas là. ouais, Notre vocation, elle est de développer des nouvelles activités qui ont de l'impact. Mais une fois qu'on a démontré que ça marche à un endroit, que c'est équilibré, que c'est impactant pour l'environnement, etc., etc., notre vocation n'est pas forcément d'aller faire l'activité partout, quoi. Par contre, de trouver un modèle pour qu'elle soit durable et faisable partout, oui, ça fait partie de notre pied. Mais je pense pas que typiquement, si on devait faire ça à Lille, par exemple concret d'une structure qui est le nom, je pense que ce serait une structure qui prendrait et qui porterait. Alors après, il faudrait voir parce il resterait toujours une partie de recettes, de soutien technique, etc. Et donc, je sais pas, il faut imaginer un modèle soit de licence, soit j'en sais rien, pour que ben, l'activité de R&D pour développer de nouveaux produits, etc., mhm, elle se poursuive. On profite tous, mhm. mais qu'elle se poursuive. Donc il faut qu'on trouve un modèle autour de ça, mais plutôt, de mon point de vue, c'est plutôt les structures locales de chaque ville qui prennent le lead. Et puis par contre, nous, on supporte ça. L'accompagnement. Ok, ça marche. Je pense que si ça te va, on va s'arrêter là. Il est Ok. 22 heures. Donc, tu avais encore beaucoup de questions?